Si l'OMS a déclaré l'état d'urgence en 2023, stipulant qu'un quart de la population mondiale souffrait de solitude, c'est qu'ils veulent lancer un signal d'alerte mondial et une prise de conscience mondiale. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, pour À votre solitude. Aujourd'hui, je reçois Alexia Borg. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes présentatrice télé, coach certifié d'État. Vous animez des conférences qui visent à vaincre la solitude professionnelle et personnelle. Vous êtes ambassadrice de l'association Action Solitude en France et à l'international. Et vous publiez « La solitude est un connard ». Mais c'est une bonne nouvelle chez Jouvence. 9 mois d'écriture, écrivez-vous, et une dose de courage pour vous partager une partie de 35 ans de prise en otage. Ce livre est le fruit d'un ennui volontaire et programmé, c'est-à-dire... Un ennui volontaire et programmé pour l'écrire, parce que pour écrire, il faut laisser de l'espace, il faut se confronter à une solitude choisie, et se confronter à l'ennui, qui finalement, l'ennui est source de créativité et de plein de belles choses. Donc, c'est voilà. Quoi l'ennui ? Parce que vous donnez la définition de l'ennui dans votre livre. Oui, alors déjà l'ennui, c'est justement se confronter à ce silence, à ce manque d'action et d'activité qui peut être enivrant, pas confortable pour la plupart du temps, et parce qu'on est tellement sursollicité en ce moment, depuis ces dernières années avec les réseaux sociaux, on connaît l'histoire, qu'on a du mal à faire face à l'ennui, alors que l'ennui vient nous donner beaucoup de réponses, vient nous donner beaucoup de créativité. Donc voilà, c'est l'un des éléments de la solitude, mais pas seulement. Les enfants n'aiment pas s'ennuyer, mais les gens n'aiment pas s'ennuyer. C'est presque pire que la solitude, l'ennui. Je m'ennuie. Oui, mais ça c'est quand on connaît pas ce que ça veut dire. C'est quand on nous a pas appris à nous ennuyer. Moi, je suis très heureuse d'être née sans le téléphone portable. Je me suis terriblement ennuyée quand j'étais plus petite. Et le temps était long. Et le temps était très long. Oh là là, j'ai des souvenirs d'enfance, d'été au Portugal interminables, dans lesquels on se dit mais les journées sont longues. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Et pourtant, même à cette période-là, je me souviens d'avoir eu quelques idées que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai gardées. Voilà, des idées un petit peu... Comme quoi, par exemple ? J'avais un seul jeu. C'était une sorte de Lego où je devais refaire une maison, et je me souviens que je faisais 1 milliard de fois une maison, et aujourd'hui, bien quand je dois décorer mon nouvel appartement, il y a ces souvenirs d'enfance, de l'ennui qui reviennent, et j'ai repéré les mêmes automatismes, et j'ai encore eu cette petite créativité d'enfance qui revient. Si j'avais eu un téléphone portable, je pense que j'aurais jamais vécu ça. Alors, il y a 2 écoles aujourd'hui. Il y a les vertus de l'ennui. Donc, beaucoup de gens disent qu'il y a des vertus à s'ennuyer, et puis il y a ceux qui disent que finalement, non, c'est une fatalité de s'ennuyer, c'est une plaie. Mais et vous dites que il faut apprendre à s'ennuyer. Comment on apprend à s'ennuyer ? Alors, je reviens sur cette notion de solitude au final, parce que l'ennui, quand on le ressent, alors si on part vraiment de l'ennui comme perspective, on peut s'ennuyer à plusieurs, on peut s'ennuyer entouré, on peut s'ennuyer quand on est seul. On peut s'ennuyer au travail, on peut s'ennuyer chez soi. Il y a différentes façons de s'ennuyer. L'ennui, pour moi, c'est à la fois une cause et le symptôme de la solitude. Parce que ça vient donner cette espèce de vide, cette espèce de silence qu'on ne sait pas gérer. Parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et qu'il faut combler. Pour la plupart. En tout cas, c'est l'instinct primaire, c'est de se dire je m'ennuie, il faut que je comble. Le problème, c'est que si on ne comprend pas le cadeau qui se cache derrière l'ennui, c'est qu'on risque de le combler avec les mauvaises choses. Et c'est ça le problème, c'est que si on comble l'ennui avec de mauvaises choses, donc j'ai parlé aussi d'addiction, de relations toxiques, tout ça pour nous faire vibrer, pour nous donner des petites doses de dopamine, pour qu'il y ait quelque chose, parce que la nature a horreur du vide, donc on a envie de le remplir, ce vide. Le problème, c'est que la solitude, quand elle a été étudiée sous IRM, on voit très bien que c'est un signal d'alerte du cerveau qui nous demande de passer à une action. Et quand on c'est comme la faim, en fait. Exactement. Vous expliquez que c'est exactement comme la faim. C'est le même signal que la faim. Ouais. C'est-à-dire que les chercheurs ont fait des recherches, j'ai trouvé ça assez stupéfiant, sous IRM. C'est-à-dire qu'ils ont étudié sous IRM les cerveaux qui subissaient cette solitude à un point d'en souffrir terriblement, vraiment physiquement presque.
Et ils ont essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et ils ont effectivement découvert que c'est un signal d'alerte qui s'apparentait à celui de la faim, donc la faim FAIM, et que donc cet état d'alerte, tout comme la faim, venait nous donner une information qu'il fallait passer à l'action. Donc la faim nous demande de passer à l'action, c'est-à-dire d'ouvrir son frigo et d'aller chercher à manger. Et la solitude, elle nous demande de passer à une action aussi, mais celle-ci est l'interaction sociale. Le problème, encore une fois, c'est comme on nous a pas appris ça, on risque de manger n'importe quoi. Aujourd'hui, Philippe, je suis sûre que vous regardez un petit peu ce que vous mangez le matin, le midi, le soir, vous faites un petit peu attention à votre alimentation. Vous savez très bien que vous n'allez pas vous ouvrir un gros paquet de bonbons le matin au réveil ou un énorme paquet de chips. Voilà, ça va de soi. Parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a appris. Eh bien, pour la solitude, c'est exactement la même chose. Maintenant, il faut apprendre, comprendre que cet état d'alerte nous demande d'avoir une interaction sociale, mais d'avoir la bonne interaction sociale. Donc, pour faire le parallèle avec le paquet de chips ou le paquet de bonbons, il s'agit de ne pas aller chercher les mauvaises personnes qui vont vous faire ressentir encore plus d'ennui, encore plus de vide et se sentir encore plus seul. Oui, de toute façon, le paquet de bonbons et le paquet de chips, ça vous occupe 5 minutes. Hein, exactement, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est très rapide. Hein. Oui, c'est ça. C'est la petite dose de dopamine, mais qui finalement nous redonne avec en plus de sentiments de faim quelques heures plus tard. Et quand on va aller chercher pour combler l'ennui la mauvaise personne ou celle qui nous donne le plus d'émotions, sans se poser la question si cette personne nous fait du bien, eh bien on risque de se sentir encore plus seul. Que vous ressentiez la solitude parce que vous êtes célibataire, parce que vous êtes dirigeant, parce que vous êtes hyper conscient ou parce que votre couple est dysfonctionnel, ce livre est pour vous. Votre solitude a un sens, encore faut-il le trouver. Alors, ça c'est vrai que finalement, les gens connaissent pas, se posent pas toujours le sens, la question du sens de leur solitude. Non. Et encore une fois, on nous a pas dit, tu sais, si tu te sens seul, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ça serait tellement bien. Si depuis tout petit, on nous apprenait à rester dans une salle, et dire voilà, alors pas en punition, mais dire voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, mais peut-être que dans ta tête, tu vas trouver des choses intéressantes. Peut-être tu vas trouver des choses inconfortables aussi. Mais il faut aller les rencontrer, ces choses, en fait. Ce sont notre cerveau, en fait, quand on fait du vide, quand on laisse l'espace, qu'il y a des choses à nous dire, à faire remonter ou à créer. Et ça vient donner un sens parce que on le voit dans toute l'histoire, j'ai envie de dire de l'humanité. Je ne suis pas allée faire mes recherches chez les hommes préhistoriques, mais bon. Mais quand on voit Bouddha, Jésus, quand on voit des grands philosophes, quand on voit même dans notre époque des personnes comme le PDG d'Apple, le fondateur d'Apple, ou même d'autres, même Einstein, Steve Jobs, merci, je perdais le nom. Ils ont tous, à un moment donné, dans leur vie, avant de briller, à un moment donné, ils ont eu cette période longue ou courte, mais en tout cas, ils ont eu cette période inconfortable de se retrouver avec eux-mêmes. À un moment de votre vie, vous aviez une carrière passionnante, des amis présents, de bonnes relations avec votre famille, un bel appartement et une reconnaissance sociale. Et pourtant, vous faisiez le choix d'être seul et le poids de la solitude devenait de plus en plus insupportable. Alors, vous en parlez à un ami neuropsychologue qui vous met en contact avec Anna Michalek. Alors, je ne sais pas comment on la prononce. C'est ça. Shkun Anna Michalek. C'est qui ? Anna Michalek est une psychologue neuropsychologue. D'accord. Qui est spécialiste dans la détection à la fois de certains troubles de neurodivergence, mais en particulier les HPI, les TDAH, les dyslexiques, voilà. Donc vous allez la voir ? Oui, je vais la voir. Et donc, qu'est-ce qu'elle pose comme diagnostic que vous n'attendiez pas finalement ? En fait, quand je suis allée la voir, moi je me suis dit je dois avoir un problème, c'est pas possible. Enfin, j'ai Parce que vous avez la solitude qui vous pesait. La solitude était pesante alors que j'avais tout pour être heureuse et que les gens même me disaient mais toi tu as une vie extraordinaire, tu dois être sollicitée de partout, tu dois être aussi sollicitée au niveau des relations de couple, enfin waouh, ça doit être un truc de fou. Et pourtant pas du tout, et pourtant oui, mais je me ressentais malgré tout toute seule. Et je me suis dit et la solitude c'était pas juste de l'ennui, là on est sur quelque chose Vous disiez que vous faisait mal physiquement. Ça me faisait mal physiquement, je pensais en mourir, vraiment, c'est-à-dire que ça me prenait là dans la poitrine. Et je ressentais ce mal-être profond en me disant je suis seule, c'est horrible, je me sentais assez dur à décrire comme sensation, mais ceux qui le subissent doivent comprendre de quoi je parle. Et je me suis dit c'est pas possible, je dois avoir un problème. Peut-être je me suis dit
peut-être j'ai des troubles bipolaires, ou je sais pas, enfin j'étais prête. Vous n'arriviez pas à poser un mot sur ce que vous ressentiez. Mais je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. C'est pas normal que je sois comme ça, et que je le ressente depuis toute petite en plus. C'était pas quelque chose de passager. Donc, mais vous êtes toujours sentie seule en fait. Oui. Même petite à la cour de récré, je préférais parler aux surveillants qu'avec mes camarades. Je trouvais que vous n'étiez pas seule si vous étiez avec les surveillants. Non, j'étais pas seule, mais malgré tout, il y avait un décalage. Donc, ils comprenaient pas pourquoi j'allais aborder des sujets d'adultes. Alors, ils me parlaient comme une enfant, alors que j'avais envie de parler d'égal à égal. Donc, il y a une forme de solitude intellectuelle, et ça a continué un peu à l'adolescence, enfin un peu partout. Puis, il y avait eu ce sentiment de rejet que j'ai toujours un peu eu de partout, mais bon, que j'ai appris à vivre avec. Cela dit, je me suis dit, bon, je dois avoir quelque chose. Alors, d'abord, j'ai fait mes petites recherches sur Internet pour comprendre mes symptômes. Voilà, j'ai décrit un peu comme quelqu'un qui est malade, qui va chercher un peu ce qu'il a. Et puis, il y avait des sigles qui apparaissaient, qui m'insupportaient, justement, HPI, TDAH. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Bon, je me suis dit, bon, je suis pas plus intelligente qu'une autre. Donc, je suis allée voir cette neuropsychologue, et puis je lui ai exprimé, en fait, tout ce que je ressentais. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut juste, parce que ça m'énerve là cette histoire d'HPI, est-ce qu'on peut juste me faire passer un test de QI, comme ça je sais que je suis normale, voire ça demande un peu de courage, parce que quand on est persuadé qu'on est pas plus intelligent qu'un autre, voire un peu plus bête que moi, je pensais que j'étais plutôt bête en fait. J'avais pas la sensation d'être très brillante. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre que j'ai 80 de QI, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que j'élimine. En fait, je voulais y aller par élimination. Genre, j'ai pas ça, j'ai quoi? Parce que je savais que c'était pas de la dépression, ça venait depuis trop longtemps. Et puis la patience, la délicatesse de Anna, qui m'a écoutée, qui m'a posé beaucoup de questions. Elle m'a dit, on va passer tous ces tests. Comme ça, vous allez avoir le cœur net. Et effectivement, les tests ont détecté que j'avais effectivement un QI plutôt élevé, et avec des troubles de l'attention avec hyperactivité, et en plus de ça, une hypersensibilité, et puis dyslexique. Ça, je le savais depuis que j'étais petite quand même. Ah, vous aviez tous les sigles. J'ai la brochette. Tout ce que je voulais pas avoir, finalement, ça me concernait. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vient expliquer beaucoup de choses. Alors, je dis pas que tous ceux qui ressentent de la solitude et qui en souffrent ont cette brochette-là, mais en tout cas, ceux qui sont effectivement hypersensibles ou qui ont une neurodivergence, ils sont quand même plus assujettis à ce sentiment-là. C'est exacerbé chez eux, donc d'où le problème chez moi qui était très exacerbé. Et le fait de le comprendre et d'en prendre conscience, ça sert tout simplement à me rassurer et à mieux me soigner, j'ai envie de dire. Voilà, un sujet sur la solitude aujourd'hui. Mais la solitude, ça peut être gai, donc c'est pas forcément triste. On en parle avec mon invité Alexia Borg, qui publie La solitude est un connard. Mais c'est une bonne nouvelle, aux éditions Jouvence. Les Anglais ont 3 mots pour définir la solitude. Qu'est-ce qu'ils ont comme mots? Alors, ils en ont 3, effectivement. Ils ont solitude, qui pour eux est un mot avec une connotation très positive. C'est la solitude que l'on choisit, c'est-à-dire celle qui est ressourçante, régénérante, celle qui vous porte vers le haut et qui vous fait du bien. Et il y a le mot loneliness qui est tout son opposé, c'est-à-dire que c'est une solitude qui est subie, qui conduit à des états émotionnels très négatifs, qui conduit à la dépression et parfois même aux tentatives, au suicide. Donc c'est vraiment 2 polarités. Puis il y a le 3e, aloneness, qui est neutre. Voilà, qui n'a ni la connotation ni positive. I'm alone, je suis seul. Alors I'm alone, c'est plutôt de la loneliness, donc effectivement, je me sens seule, mais on comprend très vite en fait, grâce à cette différenciation et cette richesse de vocabulaire qu'il peut y avoir entre les deux. I'm feeling alone, I'm alone, loneliness, tout ça, ce sont des connotations négatives, et c'est plutôt bien qu'ils arrivent à mettre des mots sur les mots MAUX. Oui, et vous, alors, dans votre solitude à vous, c'était quel mot qui correspondait le plus? Moi, paradoxalement, c'était les deux. Mais je ne comprenais pas pourquoi une seule et même situation, c'est-à-dire je me retrouve le soir chez moi, j'arrive du travail, il y a le silence de cet appartement, je me pose, et certains soirs ça me ressource et ça me fait un bien fou, et d'autres soirs je suis complètement accablée et je pense que je vais finir mes jours seule, que personne veut de moi,
Et je me dis, mais comment ça se fait ? Quand on prend un verre d'eau et qu'on le boit, on va pas se dire, mais c'est horrible, et le lendemain se dira, ça me fait du bien, ça m'hydrate. Bon, comment ça se fait ? Donc, et c'est grâce à ce paradoxe finalement que j'ai été amenée à faire des recherches sur cette solitude, et qui peut être à la fois ressourçante et accablante. Mais quand elle est accablante, on peut la traiter et on peut arriver à une solitude choisie et donc ressourçante. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alors pourquoi qualifier la solitude de connard ? C'est universel, ça. Il faut expliquer pourquoi, quel est le concept qui se cache derrière ça. En fait, j'ai voulu personnifier. Alors, il y a deux façons de répondre à votre question. J'ai voulu personnifier la solitude négative, comme on a un seul mot en français. J'ai voulu personnifier la solitude négative, donc cette loneliness, dans un personnage. Un personnage. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Pour deux raisons. La première, parce qu'en psychologie, c'est très clair, c'est quelque chose qui s'utilise dans les thérapies d'acceptation. C'est ce qu'on appelle la diffusion cognitive, d'accord ? Donc c'est quand, par exemple, on a l'habitude de fusionner avec nos pensées. Je suis malade, je suis seule, je suis X ou Y. Ça, c'est de la fusion. C'est-à-dire que vous fusionnez, le je suis devient vous et vous croyez à cette pensée. Ce qu'on invite dans certaines thérapies, c'est à défusionner. C'est-à-dire que non, le je suis, ou en tout cas la partie négative qui dit des choses négatives sur moi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'extérieur. Donc on défusionne, c'est à l'extérieur. Donc ça, c'est sur le plan psychologique, effectivement, la diffusion, qui est en littérature de la personnification, c'est justement incarné par ce personnage qui est un connard. Alors j'ai mis comme ça connard parce que je pense que tout le monde s'y retrouve. Oh, et puis ça fait un très bon titre. Aussi, mais... Non, faut quand même le dire, ça fait un très bon titre de livre. Écoutez, merci. Ouais. Mais la deuxième raison, et qui est... et je pense que nos auditeurs croyants, de toute confession confondue, vont comprendre, en fait, il s'agit d'un démon. Et j'avais pas envie de mettre démon 15 000 fois dans le livre, je préférais mettre connard. Pour que ça s'adresse aux croyants et aux athées et à tout le monde. La solitude est un problème, écrivez-vous, de santé publique. Il y a des études là-dessus, donc même l'OMS... L'OMS a déclaré... C'est penché là-dessus, donc ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si l'OMS a déclaré l'état d'urgence en 2023, stipulant qu'un quart de la population mondiale souffrait de solitude, c'est qu'ils veulent lancer un signal d'alerte mondial et une prise de conscience mondiale que la solitude... On parle de l'OMS, c'est un sujet de santé. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, vous dites que c'est un sujet de santé publique. Oui, mais... parce que la santé mentale est malheureusement parfois la dernière à être traitée. On parle beaucoup de cancer, on parle beaucoup de maladies orphelines, on parle de maladies d'endométriose, et heureusement qu'on en parle. Bon, ce sont des maladies visibles, comme les handicaps visibles. La santé mentale... non, toutes les maladies dont vous parlez, elles sont invisibles, Lesquelles ? L'endométriose. Je peux vous assurer que le cancer, on les voit pas. On les voit pas, mais on ressent quelqu'un qui est en train de suivre un traitement, en tout cas, où on le voit se dégrader. En tout cas, pour avoir eu l'endométriose, si vous voyez à quel point je me pliais en quatre quand j'avais mes contractions, c'était visible. Maintenant, la solitude, c'est quelque chose qui est difficile à verbaliser auprès de son médecin, déjà auprès de soi-même, auprès d'un médecin, auprès du corps médical, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment traiter le sujet, parce que ça va être très associé à la dépression. Or, la dépression est une conséquence de la solitude, c'est pas vraiment la cause. Donc, en fait, l'OMS a déjà, bravo à eux d'avoir fait cette étude et d'avoir s'être penché sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une communication mondiale, et donc il faut que les Chinois, les Américains, les Africains, tout le monde s'y colle, on va dire, et prennent le sujet à bras-le-corps. Un quart de la population mondiale se sentirait seul, donc ce sont les chiffres de l'OMS. Est-ce qu'on se sent seul dans toutes les cultures d'ailleurs, parce que c'est très intéressant. Moi, je me demande si c'est pas culturel en fait. Ah oui. Mais, ouais. Je pense que dans certaines cultures, c'est plus difficile de se sentir seul, ou alors on n'est pas éduqué à ça. Peut-être que c'est. Comme quoi, par exemple. Moi, je pense que c'est des maladies. Enfin, non, c'est pas des maladies. Bon. Ce sont des sentiments de riches. Ah oui. Oui, mais après ça n'engage que moi. Ouais. Je pense que quand on doit tous les jours se lever pour aller travailler parce qu'on n'a rien à manger, ou voyez, on n'a pas ce luxe de se sentir seul. Mais après, je sais pas.
Je ne sais pas Alors, si sur tous les continents, on ressent la solitude de la même façon et que c'est partagé. Alors là, vous venez d'aborder deux sujets. Vous venez d'aborder le sujet culturel et le sujet social. Et c'est deux choses complètement différentes. Déjà, effectivement, on va commencer par le culturel. Il y a effectivement, comme je le dis dans mon livre, il y a deux formes de société, l'individualiste et la collectiviste. Et on pourrait s'imaginer que la culture collectiviste est beaucoup moins assujettie à ce problème de solitude. Or, c'est pas vraiment le cas. La preuve étant qu'il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 3-4 mois, je suis partie en Chine et j'ai parlé de ce problème-là. Les Chinois qui se considèrent comme étant une culture collectiviste se sentent extrêmement seuls. Et ça rejoint maintenant le deuxième point qui est la partie sociale. Quand on n'a pas d'argent, qu'on est pauvre, qu'on est au RSA ou qu'on est en train de travailler dans des usines comme vous l'avez décrite. Pour moi, elle est encore plus flagrante cette solitude parce qu'en fait, on est ce qu'on appelle dans un mode survie. Mais vous-même, vous vous décrivez comme en mode survie, alors... Ah, mais parce que je l'ai été. Puis j'ai pas connu tout le temps la notoriété. J'ai connu moi aussi le RSA. Quand je suis revenue de New York, j'ai fait j'ai descendu 40 étages mon niveau social. Et je me suis retrouvée seule aussi. Et quand on se retrouve seule face à ne pas savoir comment savoir se nourrir et où se loger, eh bien on se sent seul face à cette détresse parce qu'on cherche des solutions, on les trouve pas forcément, on se sent rabaissé parfois à aller demander de l'aide. Tout ça, ce sont des solitudes. Je pense que ce sont les pires des solitudes. Je pense que les pires des solitudes, honnêtement, ce sont dans les deux opposés de la pyramide. C'est-à-dire quand on est très 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 haut et quand on est très 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 bas. Mais est-ce qu'être seul et ressentir un sentiment de solitude, c'est la même chose ? Non, exactement, c'est pas la même chose. On peut être seul et se sentir extrêmement heureux et très bien. Il y a des personnes Parce que la solitude, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Au fond. C'est un sentiment. C'est un sentiment. Un sentiment, c'est quoi ? C'est un état prolongé d'un état émotionnel qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été traité. Donc un sentiment, c'est quelque chose qui perdure beaucoup, qui est une sensation qui peut être qui peut être vécue. Et on peut très bien être isolé, être au fin fond de la pampa et se retrouver seul et être très bien. Et ne pas avoir ce sentiment. Comme on peut être entouré de dizaines de personnes, avoir une famille aimante et se sentir seul. Et c'est bien la preuve que certaines stars se suicident. Il y a eu récemment, alors malheureusement j'ai oublié son nom, j'aurais dû venir avec, mais une influenceuse qui était très successful, enfin en tout cas qui avait beaucoup de succès, qui avait sa mère qui était présente et qui a laissé une lettre avant de se suicider pour dire malgré tout, malgré le fait qu'on me dit que je suis tout, que je suis belle, que je suis ça, je me sens terriblement seule. Maman, tu n'y peux rien, mais je dois mettre fin à cette douleur. Donc en fait, ça ne veut rien dire. C'est un sentiment qui nous prend d'assaut et c'est pour ça que je l'identifie à un démon qui nous attaque. Et puis il y a les aventuriers. Ah oui, il y a des aventuriers incroyables. Qui traversent des océans. Qui gravissent des montagnes. C'est fou. Et qui sont seuls pendant un bon moment. Oui. Et qui trompent leur solitude en fait. Oui, mais même qui la recherchent et qui en ont pas peur ou qui l'ont très bien qui l'ont très bien identifié et qui en ont pas peur, qui savent la traiter et donc ils s'aventurent comme ça. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ces personnes. Alors vous écrivez, nous ne sommes pas tous conscients de souffrir de solitude. Comment savoir si on souffre de solitude ? Alors je donne 20 signes. 20 signes qui sont des signaux d'alerte, qui peuvent nous donner des informations, parce qu'effectivement, souvent, on n'est pas bien et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas pourquoi. Rarement, alors je dirais pas rarement, mais de plus en plus, on prend conscience qu'il s'agit de ce sentiment de solitude, mais pas tout le temps. Alors, je peux en citer quelques-uns, je connais pas les 20 par cœur. Déjà... il y a ce sentiment, par exemple, d'avoir, on peut dire, une sorte de mauvaise interprétation des relations sociales et des interactions sociales. Par exemple, si vous êtes assis à une terrasse de café tout seul et que la table à côté de vous rigole, on peut se dire, il rigole parce qu'il se moque de moi. Ouais, c'est une forme de parano, ça. Oui, c'est un signal. Alors, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être l'un des signes.
Donc là, c'est vraiment un état qui peut parler à beaucoup de gens. Il y a aussi l'état d'hypervigilance pendant votre sommeil et de façon permanente, cet état d'hypervigilance. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous appelez l'état d'hypervigilance ? C'est le fait d'avoir peur tout le temps que quelque chose vous arrive, en fait. Notamment la nuit, un petit bruit, vous sursautez, vous pensez qu'on vous attaque, vous pensez être cambriolé, ou vous avez une peur excessive qu'on vous attaque dans la rue. Cette hypervigilance, ça c'est aussi un symptôme du sentiment de solitude qui s'est invité dans votre vie. Et ça vient de très très loin. Voilà, à l'époque de la préhistoire, il fallait suivre le groupe. Si on n'était pas en train de suivre le groupe et qu'on voulait aller à gauche alors que le groupe allait à droite, eh bien on finissait par mourir. Donc le fait de se sentir seul, ça donne cet état d'hypervigilance et donc ça c'est un des symptômes. Il y a l'ennui que vous décriviez au début de l'émission qui peut se faire ressentir quand on est accompagné. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que quand vous êtes, je sais pas, avec vos collègues de bureau, vous allez déjeuner, vous êtes le soir invité quelque part et vous vous dites mais qu'est-ce que je m'ennuie. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, toute la conversation vous ennuie et finalement vous vous sentez malgré cette compagnie extrêmement seul et isolé. Eh bien ça aussi, c'est un état d'alerte. Et ça revient à mon exemple de la nourriture, c'est parce que vous n'êtes pas assez bien nourri. Voilà, il y en a d'autres comme ça. Qui sont dans votre livre. Voilà, je vous invite à le lire, évidemment. Voilà, on parle de la solitude ce matin avec mon invité Alexia Borg. Vous êtes coach certifié d'État, vous animez des conférences visant à vaincre la solitude professionnelle et personnelle. On parlera de la solitude professionnelle dans cette partie d'émission et notamment de la solitude des dirigeants et de ceux qui nous gouvernent parce que c'est vrai, on en parle rarement et vous êtes ambassadrice de l'association Action Solitude en France et à l'international. Je rappelle que vous publiez La solitude est un connard, mais c'est une bonne nouvelle si je vous vends. Vous pouvez montrer votre livre. Oui. À la caméra. Vous le disiez tout à l'heure, on peut être entouré, on peut être connu mondialement et se sentir seul. Vous prenez l'exemple de la chanteuse Diams dans votre livre, dont vous citez une interview. À un moment donné, elle n'en pouvait plus. Ouais. J'adore cette interview de Diams. C'est la preuve qu'effectivement, on peut être applaudi, on peut faire le Zénith, on peut faire Bercy, on peut faire des concerts incroyables, on peut être sur le top 3 ou le top 1 des musiques. Enfin, peu importe, on peut être sous les feux des projecteurs et se penser en tout cas être dans la bonne voie, celle de notre rêve, celle d'être chanteuse comme elle le fut, et pour autant se sentir terriblement seule. Et ce qui est hyper intéressant dans cet échange avec Diams, c'est que elle évoque quelque chose que j'évoque aussi dans le livre dans une autre rubrique, c'est la créativité. En fait, souvent on atteint un certain succès parce que dans la vie on a connu des difficultés, on a connu la résilience, on a connu des choses fortes. C'est Amy Winehouse. Aussi, oui. Qui disait qu'elle avait besoin de cette fragilité pour écrire. Oui, et comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup de poètes, comme beaucoup d'artistes. Et donc cette souffrance créative qui vient nous donner des poèmes et des chansons incroyables, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand tout va bien, quand tout va mieux ? On n'a plus autant d'inspiration. On n'a plus cette plume avec laquelle on écrivait avec les douleurs et ses tripes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'art. Donc, ce qui est très intéressant dans ce qu'elle disait, c'est que pour aller rechercher à nouveau cette créativité, cette inspiration, il fallait qu'elle se remette dans des états de souffrance. Et ça arrive à beaucoup d'artistes. Et c'est terrible parce que c'est une spirale, en fait. C'est une spirale infernale, on peut le dire. Et là où elle a eu la force, c'est de dire stop, j'arrête. Et elle s'est consacrée à quelque chose qui est beaucoup plus transcendant, à sa spiritualité. Et voilà, j'admire beaucoup Diams pour d'avoir fait ce choix de s'être combattue contre le connard dans mon livre, qui est donc ce démon qui vient nous faire croire qu'il faut être en permanence dans la créativité pour réussir sa vie. Alors qu'elle était au top. Elle était au top, mais c'est ça qui est génial. Ouais. Parce qu'en fait, quand on arrive à... Ça marchait pas moins, quoi. Elle n'est pas partie... Voilà, et puis c'est génial d'avoir le courage de dire j'arrête cette carrière qui me paraît brillante sur le papier, aux yeux de tous, mais moi je suis pas heureuse, donc j'arrête ça.
Et il y a eu aussi une ministre, je crois que c'est en Finlande ou en Norvège, qui s'est dit j'arrête aussi, c'est génial, j'ai un super poste, je fais des choses extraordinaires, mais je ne suis pas heureuse, donc j'arrête. Et je pense que si tous les dirigeants, que ce soit au niveau étatique, politique, que ce soit au niveau des entreprises, peu importe, artistes, personnalités connues, si ils arrivaient à avoir le courage de dire c'est malgré ma position, j'arrête parce que c'est ma santé en premier, ma vie en premier, je pense que le monde se porterait mieux. Parce que quand on continue dans cette position de force, de célébrité, alors qu'on n'est pas heureux, on peut faire des ravages. C'est une drogue. Hein. C'est comparable à la drogue, effectivement. Oui. Et la peur de l'échec aussi. La notoriété est une drogue. Ça, pour beaucoup, ça l'est, effectivement. Je pensais que la pire chose dans la vie était de se retrouver seul. La pire chose dans la vie est de se retrouver avec des gens qui vous font sentir tout seul. C'est-à-dire que finalement, on peut être à deux, par exemple, on peut être dans un couple et être terriblement seul. Oui. Alors le couple, ça aussi, je n'ai rien contre le couple, je veux quand même le dire. Je suis pour le couple, je suis pour l'amour, je suis pour les relations durables. Mais je suis pour les relations durables quand elles sont saines et quand elles sont nourrissantes et quand elles nous font nous sentir vivants. Pas quand elles sont là pour nous donner une mort lente qui conduit à des dérives dans le couple, par exemple. Ça peut être la tromperie, ça peut être la violence, ça peut être le silence, ça peut être c'est une horreur. Et puis ce qui est fou avec cette histoire de couple, c'est que pour les célibataires qui nous écoutent, mais c'est que on a souvent tendance à s'imaginer que c'est le couple et la solution à la solitude. On se dit voilà, je vais trouver quelqu'un, je me sentirai plus jamais seule. C'est faux. Enfin, aujourd'hui, on sait que beaucoup de célibataires se sentent pas seuls. Hein. Ouais, c'est le regard qu'on projette sur eux. Tout à fait. Mais eux, ils sont pépères. Hein. Oui, je suis contente que vous puissiez souligner ça, parce que c'est vrai. Et de plus en plus, d'ailleurs. De plus en plus. Voilà, ils sont célibataires, mais voilà, ils ne souffrent pas forcément de solitude. Ouais. Même les personnes âgées disent que finalement, elles ne souffrent pas forcément de solitude. C'est ça. Et c'est curieux, parce qu'effectivement, il y a eu une étude qui a été faite, que j'évoque rapidement dans le livre. Effectivement, 63% des personnes de plus de 60 ans qui disent se sentir seules sont en couple, en fait. Donc on peut avoir des personnes âgées qui se disent non mais je suis enfin seule, c'est génial. C'est une horreur. C'est une horreur de se dire ça. Non, mais si on le dit, non, c'est politiquement incorrect de le dire. Pourquoi ? Oui. Parce que la société est comme ça. Mais après, Oui, mais c'est à nous de la changer dans les médias, la société. Enfin, c'est à nous de apporter un autre regard dessus. Moi, je préfère 1000 fois qu'une personne âgée de 75, 95 ans, je sais pas, qui se dise je suis très heureuse toute seule, plutôt qu'elle subisse une solitude terrifiante en EHPAD et qu'elle se dise ça y est, c'est la fin de ma vie, je suis en train de mourir à petit feu. Mais vivent les personnes qui sont âgées et qui se sentent heureuses seules. C'est pas terrifiant. La solitude est consubstantielle au pouvoir. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on est seul. Alors on parle peu de la solitude des dirigeants, parce qu'on pense que de toute façon s'ils sont là, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. Et c'est vrai que le pouvoir peut vous faire sentir seul, même si vous avez des tas de conseillers, des tas de ministres, des tas de gens autour de vous. Oui, parce que on a tendance à cloisonner les choses dans la vie. On pense que le travail c'est une chose, donc on a des conseillers qui nous conseillent pendant le travail, c'est une chose, et puis on se dit s'il a des conseillers pendant ses heures de boulot, il va pas se sentir seul. Or, le dirigeant qui rentre le soir, il a encore autre chose à gérer. Il a à gérer peut-être une compagne ou un compagnon à qui ne veut pas montrer de faiblesse et de vulnérabilité, et donc il ne parle pas de ses problèmes, ou alors il peut être face à un conjoint qui s'en fout royalement de lui ou d'elle, ou il peut être tout seul en arrivant à la maison. Et cette solitude qui est finalement plurifactorielle attaque le pouvoir d'une façon considérable, parce que alors je vais pas toutes les citer, il y a 7 formes de solitude chez les dirigeants, mais parmi elles, il y a par exemple la solitude décisionnelle, qui est celle de prendre des décisions très vite. Et quand on est seul, et parfois on n'a pas forcément des conseillers, moi je l'ai vécu à ma toute petite échelle, j'avais une équipe de 15 personnes, j'étais en sandwich entre les collaborateurs et les actionnaires et la direction, et je devais prendre je vais faire des choix rapides. Quand on est seul face à ces choix et qu'on a quelques minutes pour réagir,
On sait qu'on est en train de faire quelque chose qui peut avoir de lourdes conséquences, et c'est terrible comme sensation. Et là, c'est pas collectif. Et non, c'est pas collectif. Et pourtant, on projette chez les directeurs et les dirigeants et les décisionnaires comme s'ils avaient réponse à tout et qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais c'est pas vrai. Parfois, il y a des décisionnaires qui prennent des décisions dans l'urgence et qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un à leur niveau qui comprenne tout leur environnement, qui était là pour eux, et parfois ils le regrettent. Mais on le voit avec nos politiciens, avec nos dirigeants politiques. Alors, il y a aussi la solitude de l'entrepreneur, dont on ne parle pas beaucoup, mais l'entrepreneur à qui on a vendu du rêve, peut-être. Au début, celui qui entreprend. Vous faites partie de cette génération des auto-entrepreneurs. Exact. Ouais. Et donc, voilà, on leur a dit, soyez votre propre patron. C'est ça. Lancez-vous. Ouais, on est rentré là. En 10 ans, je n'ai jamais vu autant de contenu vidéo sur les réseaux où tu n'es pas un mouton, tu n'es pas dans il faut sortir de la rat race, il faut sortir rat race. Bref, je crois que c'est c'était roue dans laquelle le rat se. Ah oui, d'accord. Il faut sortir de ce côté un peu Il automatique. faut plus être un salarié. Il faut plus être un salarié parce qu'on travaille pour le rêve des autres. Mais qu'est-ce que c'est que cette pression et cette injonction où on pousse tout le monde à devenir entrepreneur, alors que entrepreneur, c'est une vocation. Entrepreneur, ça doit pas être quelque chose qui se dit, qui est forcément une solution à un mal-être parce qu'on n'est pas bien dans cette entreprise. On peut aussi changer d'entreprise, on n'est pas obligé de se mettre à son compte automatiquement. Mais on dirait que si on le fait pas, on est des ratés. Les salariés, ils sont pas assez intelligents pour ouvrir leur boîte, ils sont pas assez voilà. Maintenant, pour réussir, il faut se lancer, avoir son idée, lever des fonds. Dire qu'on est atypique, on va se calmer quand même. Enfin, je veux dire, on peut être déjà des intrapreneurs, il faut le rappeler, c'est-à-dire avoir toute cette créativité, être force de proposition au sein de son entreprise. Et puis, on peut aussi être juste bien dans son travail et c'est OK. Oui. C'est OK. Donc, tout ça pour dire effectivement... Non, mais la solitude, quand je parlais de la solitude de l'entrepreneur, c'est que finalement, vous vous retrouvez à tout faire, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que dans cette injonction de deviens ton propre patron, ce qu'on nous dit pas, c'est qu'il faut qu'on soit fort en comptabilité, en marketing, en communication, dans le domaine pour lequel on vend notre activité. En fait, il faut être bon de partout et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être bon de partout et forcément, les lacunes, on les ressent quand on est entrepreneur, solopreneur. On les ressent déjà dès les premières embauches, par exemple. On n'a pas de compétences RH, donc est-ce qu'on sait si on fait le bon choix ou pas? Enfin, il y a tout un tas de situations dans lesquelles l'entrepreneur se sent seul, et c'est pour ça que j'invite les gens à se poser la bonne question. Si vraiment vous avez envie d'entreprendre, ne restez pas seul, rejoignez un collectif, ayez vos premiers clients qui sont peut-être même des amis clients avec lesquels vous entendez bien, vous pouvez échanger, qui sont OK avec vos premières erreurs, mais voilà, il faut faire attention parce que cette solitude de l'entrepreneur, elle peut être accablante. Comment on peut aider quelqu'un qui souffre de solitude ? C'est une très bonne question. Déjà, il faut la reconnaître, la solitude chez l'autre. Il faut savoir la détecter, ce qui n'est pas forcément le cas malheureusement de tout le monde, parce qu'on commence à peine à en parler. Si on arrive à détecter cette solitude et ce sentiment de solitude chez l'autre, alors le problème c'est qu'il y a 1 milliard de cas de solitude différentes. Alors je donne quelques conseils justement aux personnes qui peuvent être les aidants, on va dire, ou en tout cas réagir. Mais déjà, juste être à l'écoute, avoir un sourire, dire bonjour, dire un vrai ça va. Pas juste oui, réponds-moi, ça va, oui, ça va. Non, mais t'es sûr que ça va ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment ? Prendre 5 minutes, 2 minutes à la limite, quand on sent que la personne est en détresse, lui apporter un moment de rigolade, de joie. En fait, ce sont des petites choses. Je suis pas là pour dire réveillez-vous, il faut qu'on s'aide comme des fous, il faut qu'on soit tous dans un collectif. C'est juste parfois des petits détails. Et la suite est dans ce livre, Alexia Borg, La solitude est un connard, mais c'est une bonne nouvelle chez Jouvence. Alors effectivement, c'est un sujet alors assez neuf finalement, la solitude, qui n'est pas tellement abordée, complexe,
est multiple, on l'a vu ce matin. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Alexia, ce matin. Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.